Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre ce soir pour ce dernier webinaire de la série spéciale Turbo Trading Challenge. Et on se retrouve avec Fabien Labrousse et Marc Daguerre pour donner en quelque sorte un coup de boost à la performance avant le gong de fin donc, qui aura lieu demain soir à 18 h. Alors, avant que nous commencions, est-ce que les personnes qui sont déjà connectées, puisque je vois que vous êtes déjà nombreux, peuvent me confirmer à l'écrit dans la fenêtre question que le son fonctionne correctement et que la présentation est bien visible. J'attends votre confirmation. Parfait, tout fonctionne. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Alors, je vais peut-être vous laisser vous présenter très rapidement un petit mot chacun. Fabien, si tu veux commencer. Oui, eh bien, bonsoir Maëva, salut Marc, et bonsoir à nos auditeurs. Je suis Fabien Labrousse, j'ai créé un média en 2007 qui s'appelle videobourse.fr. J'ai eu l'occasion de rencontrer, d'interviewer ou d'échanger avec plusieurs centaines de traders au fil des années et professionnels du secteur de la finance d'horizons divers. Moi-même, je suis passionné de trading et d'investissement et j'investis pour mon compte propre depuis 2007. Voilà, ce soir, je vais vous parler notamment de statistiques. Parfait. Et donc, Marc Daguerre, je te laisse la parole si tu veux te présenter en deux mots. Très bien, bonsoir Maëva, bonsoir Fabien. Écoutez, moi, ça fait 25 ans maintenant que je travaille sur la bourse. Je me suis spécialisé sur les produits dérivés il y a, on va dire maintenant, c'était 2000, ouais, peut-être une bonne quinzaine d'années, un peu plus. Euh, j'ai au sein de mon entreprise, dont la matière première reste l'analyse technique, hein, ça c'est important, mais j'ai des services de conseil justement sur divers produits, dont les turbos et évidemment des conseils sur les produits, sur les turbos 24, puisqu'on travaille ensemble avec IG. Et, euh, et voilà, donc je suis ravi. Donc je fais ce deuxième webinaire avec vous. On en avait fait un au début de concours, et puis là on en fait un en fin de concours, donc c'est intéressant. Euh, Tout à fait. voilà. Donc, je te laisse la main, Maëva, tout à l'heure. Alors, vous avez pu l'entendre, on est donc face à deux experts qui vont justement vous partager ce soir un petit peu leurs trucs et astuces, les choses auxquelles on ne pense pas forcément pour pouvoir un petit peu optimiser sa performance. Donc, soyez attentifs. C'est des petits conseils dans le cadre du concours, mais il faut savoir que c'est des choses qu'on peut très bien appliquer aussi dans le cadre du trading sur compte réel. Donc, on va commencer bien sûr avec le message d'avertissement. Vous êtes nombreux à nous rejoindre, hein, donc on est obligé d'en passer par là. Je vous rappelle que cette présentation est faite à titre informatif. C'est absolument pas considéré comme un conseil ou une recommandation. On va citer de nombreux exemples qui seront simplement là pour illustrer notre propos. Un rappel également sur IG, nous sommes cotés à la Bourse de Londres au FTSE 250, qui est tout simplement l'indice élargi du FTSE. Nous avons plus de 313 000 clients à travers le monde qui sont répartis dans une vingtaine de pays. Alors, je peux vous faire un petit peu voyager en citant Singapour, le Japon, l'Afrique du Sud, par exemple. Nous sommes leader mondial de l'investissement en ligne, présents à l'international depuis déjà 48 ans maintenant, et à Paris eh bien, nous fêterons cette année notre 15e année. Alors, je te laisse la parole déjà, Fabien, et tu vas nous parler justement du expected move. Alors, est-ce que tu veux la main pour montrer quelques petites choses ou est-ce que pour le moment, tu veux rester sur les slides? Je vais montrer ma plateforme après, donc peut-être je peux prendre la main en effet afin de switcher de l'un à l'autre. Ce sera plus pratique sans doute. Comme Parfait. tu préfères. Ça y est. Ok, donc là on doit voir ma plateforme IG, mais je vais commencer par le Tout à fait. slide et je bascule en mode diaporama. Donc l'expected move, le mouvement attendu, effectivement, ça me permet en tout cas d'être objectif par rapport à mes probabilités de réussite et de dessiner des bornes sans me faire d'illusions, parce que parfois quand on traite pour son compte propre ou qu'on traite de manière générale, on peut se faire des fausses idées ou avoir un biais qui vient amener une certaine subjectivité. Au moins la statistique permet de prendre du recul
Alors, on va tenter de calculer le mouvement attendu tel que pricé par les market makers. Et je vais proposer une, voire deux méthodes de calcul, une qui est plus précise, une qui est plutôt simple. Pour ça, on aura besoin du prix actuel de l'actif, de la volatilité implicite et du nombre de jours que l'on cible pour définir un range d'évolution probable. On va se baser notamment sur l'utilisation de la loi statistique, la loi normale, courbe de Gauss, courbe en cloche que vous avez peut-être vu, et donc avec les notions d'écart type, en général, on a donc à un écart type 68,3% de probabilité d'évolution, deux écarts types 95,5% et trois écarts types 99,7%. Sur ce, je vais basculer sur ma plateforme IG. Voilà. À l'écran, ici, on a le S&P. Le S&P qui cote 4052 points actuellement. Donc, on a le cours actuel de notre actif, ici le S&P. On va tenter de définir le range d'évolution probable pour dans un mois. Donc, dans un mois, on a 22 séances de bourse en moyenne. Donc, on va garder sur 22 unités, 22 jours, 22 séances. Et pour obtenir la volatilité implicite, vous pouvez l'avoir facilement chez IG, notamment via les options. Alors, on va ce soir s'intéresser au Turbo 24 puisque c'est la nature du concours du Turbo Trading Challenge, mais on va juste switcher sur le compte options pour obtenir la volatilité implicite du S&P 500. Voilà, que vous trouvez ici. Et donc, puisqu'on se projette dans un mois, on va prendre pour l'échéance d'août 2022. Et vous voyez ici à droite et à gauche, donc à gauche vous avez les calls, à droite les puts, vous avez la volatilité implicite qui est à 19,51. Alors ensuite, une fois qu'on a ces trois données, je vais revenir sur mon compte Turbo 24 et j'ai préparé le calcul qui est le suivant, donc 4051 fois 0,2, donc ce serait 0,1950 pour être précis, j'ai pris 0,2, c'est 20, c'est la volatilité qu'on a vue. Si je voulais être plus précis, j'aurais pris 19,50. Et donc ça c'est sur la méthode de calcul, il faut faire donc le nombre de jours, donc on a dit 22, divisé par l'ensemble du nombre de séances ou de jours dans l'année, et la racine carrée de ce dernier. Donc l'ensemble du calcul détaillé, vous pourrez le trouver assez facilement sur Internet, et ça nous donne 202,55 d'écart type à cette période, donc environ 5% par rapport à la valeur du S&P qui est de 4050. Donc si on veut obtenir un écart type, on va ajouter 202 points et soustraire 202 points au cours actuel, et on aura un range d'évolution probable de 68,3% à échéance, donc dans un mois. Donc si on ajoute 202 points à 4050, ça nous mène à 4252. Donc ça nous amènerait une borne haute 252. Ouais, on va essayer de se rapprocher. Voilà, dans cette zone. Et à l'inverse, si on soustrait 202 points au cours actuel, donc ça nous mènerait vers 4848. Donc ça nous ramènerait vers ces niveaux pour la borne basse. Alors, je vais les tracer. Ok. 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 Donc là, j'ai mon range et je sais que statistiquement, si je me projette dans un mois, j'ai 68,3% de chances de terminer entre ces zones. Et si j'ajoutais de nouveau un écart type, donc de nouveau 202 points à ces niveaux, donc cette borne haute et cette borne basse, je passerais à 95,5% de chances de terminer à l'intérieur de ces bornes.
Alors, comment interpréter cela? Eh bien, ça peut donner des idées de stratégie, puisque ensuite on peut jouer des notions de retour à la moyenne, qui sont notamment pertinentes, je pense, sur indices ou sur des monnaies, puisqu'on est sur des indices, on n'est pas sur une valeur spécifique qui peut avoir des comportements complètement outranciers. On a la notion, voilà, sur le S&P 500, on a 500 valeurs, donc on a un actif qui va être une moyenne d'un ensemble de titres sur lesquels, a priori, ça peut être pertinent de jouer des retours à la moyenne sur le long terme. Également, dans le cadre de parité entre une monnaie et une autre, ça me semble assez judicieux. C'est des pistes de réflexion à avoir. Après, on parle de produits directionnels, donc pourquoi pas, quand on commence à rentrer dans des zones extrêmes, commencer à réfléchir en ce sens, ou si dès le départ on a un biais, peut-être attendre de toucher certaines bornes pour agir. Je ne vais pas donner de conclusion ici, mais simplement ouvrir l'esprit à ce type de réflexion. Donc, je vais revenir sur ma slide. Alors, j'en profite que tu fasses le switch pour préciser que c'est des sessions qui se veulent interactives, hein, donc n'hésitez pas à poser des questions voilà, sur les astuces qui vous sont données, des précisions sur certains marchés, n'hésitez pas, hein, vous les posez dans la fenêtre questions et on y répondra au fur et à mesure. Alors, concernant l'amplitude de variation attendue sur une seule séance, vous avez tous sans doute entendu parler du VIX. Eh bien, le VIX, c'est une volatilité relative au S&P 500. C'est une valeur annualisée. Donc, quand on parle tout à l'heure, alors là, sur le VIX, on doit être à un peu plus que 20 actuellement, mais on est aux alentours des 20, peut-être 22. Je vais aller vérifier, parce qu'aujourd'hui, on a une séance assez mouvementée, donc on a eu sans doute des variations. Je vais aller regarder en temps réel. Ouais, il faudrait que je bascule sur le compte CFD, je pense, pour avoir le VIX. L'indice de volatilité. Donc là, on est quand même à 24. Donc ça, c'est une volatilité annualisée, ce qui veut dire que sur le S&P, on s'attend à un mouvement, à une amplitude de variation sur une année de l'ordre de 24%. Donc si on divise par deux, potentiellement une amplitude de 12% à la hausse, 12% à la baisse. Après, si on veut rentrer dans le détail du calcul du VIX, c'est une moyenne des options sur une période donnée, mais en tout cas, c'est une volatilité qui est annualisée. Et si on veut, à partir de cette volatilité annualisée, se donner un range d'évolution probable ou une amplitude probable pour une seule séance, on peut diviser par 16 cette volatilité, puisque 16, c'est la racine carrée de 256, qui est le nombre de séances, c'est proche en tout cas du nombre de séances sur une année, puisqu'on serait plutôt de l'ordre de 252, mais pour avoir un chiffre rond, 16, c'est la racine carrée de 256. Donc si vous divisez par 16, ça vous donnera une application simplifiée de la formule de Black-Scholes qui vous permet d'avoir un range d'évolution probable et une amplitude sur une séance. Donc je vais retourner sur ma calculette. Alors, est-ce que tu peux juste remontrer l'astuce que tu as montré tout à l'heure par rapport à la volatilité implicite pour l'afficher de façon assez simple? Voilà, on a une personne qui nous demandait, est-ce qu'on pourrait revoir la manipulation pour voir la volatilité implicite? Donc, l'astuce, c'est d'avoir bien sûr ouvert un compte barrière et option, d'aller sur ce compte option et donc de regarder en fonction de l'échéance qui vous intéresse la volatilité implicite qui est affichée à ce niveau-là. Donc Fabien va vous montrer la marche à suivre. Ouais, c'est ça, exactement. Donc là, j'ai switché, hein, vous pouvez switcher facilement d'un compte à l'autre en haut à droite. Et vous allez ensuite, donc nous on parle ce soir du S&P 500, sur votre outil avec l'échéance qui vous intéresse. Alors le S&P, c'est l'actif le plus liquide, donc vous avez beaucoup d'échéances, hein, vous en avez chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Et du coup, là, puisque je parlais du mois, on reste là-dessus. Une fois que vous avez cliqué, vous avez votre chaîne d'options qui apparaît et la volatilité implicite
à la monnaie, à gauche et à droite, et ensuite, plus vous éloignez du cours actuel du sous-jacent, eh bien, la volatilité implicite varie également. Je ne vais pas rentrer dans les notions, mais en gros, vous avez la volatilité historique qui est la volatilité constatée, et l'implicite, elle est difficile puisqu'elle concerne le futur. C'est toujours difficile, mais l'avantage qu'on a, et je pense qu'il faut s'appuyer dessus, c'est que IG, quand il propose des cours pour ces options et l'ensemble des market makers à travers le monde, eh bien, c'est leur job en fait de bien pricer les actifs financiers. On peut s'appuyer sur ces mesures pour bâtir des ranges d'évolution probables. Donc, c'est très intéressant et voilà, il faut s'appuyer dessus à mon sens. En tout cas, ça a de la valeur, ces informations. Parfait, merci pour avoir montré la manipulation. Je vais revenir sur mon compte Turbo. J'en étais à simplement diviser donc la volatilité actuelle qui est de 24 sur le S&P par 16, ce qui nous donne une amplitude d'évolution probable sur une séance de 1,5%. Donc actuellement, la volatilité, elle est assez élevée, elle n'est pas énorme non plus. Mais voilà, ça c'est une évolution typique probable sur une séance d'un point de vue statistique et objectif. Je voudrais dire que par rapport à ces études statistiques, ensuite, à chacun d'y apporter sa patte, d'apporter sa subjectivité. Et d'ailleurs, Marc ensuite va parler de ces méthodes et ces signaux qu'il fournit depuis de nombreuses années avec des statistiques précises concernant les performances qu'il a réussi à obtenir. Donc ensuite, chaque trader fait son job d'analyse technique, d'analyse fondamentale, se forge ses convictions et tente de faire basculer la performance dans son sens. Ces données objectives viennent dresser un tableau dans lequel ensuite on apporte son savoir-faire, on va dire. Ok, donc ça c'était ce que je voulais vous montrer. Par rapport à la méthode de calcul initiale que je vous ai montré tout à l'heure, impliquant le prix de l'actif, la volatilité implicite et le nombre de jours que l'on cible, il y a une méthode plus simple pour calculer son expected move, c'est simplement d'additionner les calls et les puts à la monnaie. Je vous montre cela également. Donc, je vais de nouveau switcher sur le compte barrière et options. Et donc, c'est une approche simplifiée, un peu plus simpliste et moins précise, mais qui est tout de même assez proche. Tout à l'heure, on est tombé sur 202 pour un écart type dans un mois sur le S&P 500. Et maintenant, avec cette seconde méthode plus simple, on va de nouveau aller sur notre S&P 500 échéance août. Et donc, on a une moyenne au niveau des calls qui va être aux alentours de 72 et une moyenne au niveau des puts qui va être aux alentours des 80. Donc, on va additionner 72 et 80. Et donc, on a un expected move calculé de cette manière qui est de 152. Donc, on a une notion différente qui est moins précise mais assez cohérente également. Et voilà, donc simplement ça c'est une autre manière de le calculer, moins précise mais au moins très simple. Ok. Alors, j'ai terminé cette première partie de la présentation. Je vais basculer sur les bandes de Bollinger. Les bandes de Bollinger, Voilà, c'est un indicateur dont vous avez sans doute entendu parler, ouais, qui est très connu. Eh bien, les bandes de Bollinger, c'est aussi un outil statistique intéressant dans sa manière d'être calculé. Il permet d'anticiper et d'estimer les bornes d'évolution probable du marché. Au niveau de sa construction, c'est une moyenne mobile 20 périodes, donc assez simple. Et il y a deux autres courbes qui correspondent, donc les deux autres courbes de part et d'autre, qui représentent 2 fois l'écart type par rapport à cette moyenne mobile 20. Ce qui fait que 95,5% du temps, nous serons entre ces deux bornes, ces deux bandes. Et bien, à partir de là, pareil, ça laisse des pistes de réflexion. Je vais de nouveau afficher ma plateforme, toujours sur le S&P 500, et vous avez les bandes de Bollinger, donc cette moyenne mobile 20 en noir, cette borne haute, cette borne basse, et on voit
la grande majorité des échanges qui se font à l'intérieur des bandes de Bollinger. C'est un outil qui est très apprécié, je pense à juste titre, en analyse technique, puisque il s'adapte à la volatilité. Donc en un clin d'œil, on a quand même beaucoup d'infos. On a des bornes d'évolution probable, on a un indicateur qui s'adapte à la volatilité actuelle. Et on note d'ailleurs, en ce moment même, on est dans une phase remarquable puisque on est à l'extérieur des bandes de Bollinger. Donc actuellement, on est sur une poussée haussière sur le S&P. On voit combien de temps cela dure. Et à chacun après de bâtir des stratégies plus précises. Et d'ailleurs, vous trouverez plein de littérature à ce sujet ou plein d'idées sur Internet. Il y en a qui vont plutôt jouer les retours à la moyenne une fois qu'on réintègre les bandes. C'est vraiment propre à chacun. Juste, c'est au niveau de la construction, une indication statistique intéressante. Alors, ça, c'était vu. Interprétation statistique, probabilité de 95% d'évolution et ouais, retour à la moyenne, comme je disais tout à l'heure. C'est quelque chose qui est intéressant, notamment sur le long terme. Sur le court terme, ça, c'est quelque chose de subjectif et basé sur mon expérience d'empirique. Sur le court terme, notamment sur les indices, on peut avoir des phases assez extrêmes. Et dernièrement, on en a eu des bons exemples, mais on va avoir, alors si on prend des indices d'autant plus volatiles comme le Nasdaq, des séances où dans la même séance, on va faire plus 3%, on va terminer à moins 5%, on l'a eu récemment. Là, en 2020, c'était extrême, il y avait le confinement, mais on a eu des séances à moins 10, moins 12% sur le CAC 40, qui n'est pourtant pas l'indice le plus volatile. Mais à long terme, et en multipliant les occurrences, on va avoir un phénomène de retour à la moyenne. Et en trading, on ne cherche pas à gagner à tous les coups, mais à bâtir des stratégies profitables. Eh ben, ce type de réflexion statistique, je pense, peut amener à bâtir des stratégies cohérentes, à renforcer peut-être sa confiance. Et c'était ce que je voulais vous dire dans le cadre de cette présentation. Ce sera tout pour moi. Parfait. Eh bien, écoute, merci d'avoir partagé ces 2 points. Alors, je propose que nous passions la main à Marc, si tu es prêt. Oui, mais je suis prêt, oui, bien sûr. Parfait. Hop, et voilà. Très bien. Merci. Est-ce que Maëva, tu peux remettre la présentation ou sinon je vais l'ouvrir moi de mon côté. Attends. Ah oui, tout à fait, je la remets immédiatement. Pas de souci. Sauf si tu me l'as renvoyé, parce que sinon tu me passeras la main quand je devrais montrer des graphiques. Voilà. Hop. Donc, on commence avec, du coup, le premier point avec celui que tu souhaitais évoquer, les overlaps. Oui, tout à fait, les overlaps. Alors, dans ce que moi je voulais voir avec vous aujourd'hui, quand on m'a proposé effectivement de participer à ce webinaire sur les astuces de trading, pour en avoir fait l'expérience pendant de nombreuses années, j'ai voulu sélectionner quelques astuces justement. Donc on va voir qu'il y a en fait j'ai 3 grandes astuces, 2 qui sont directement liées à des configurations techniques, mais qui restent quand même des astuces parce que si on arrive à se les accaparer, et ça vous pouvez me croire sur parole, parce que là il est évident que je peux pas vous montrer en peu de temps toute le côté probant des overlaps. En revanche, euh, pour, euh, pour avoir des statistiques de réussite de ces niveaux, c'est les niveaux qui sont pour moi parmi les plus forts en termes de trading. Alors évidemment, on va joindre toujours la théorie et la pratique, puisque vous le savez, moi, je mets toujours un point d'honneur à être dans le vrai et le concret, un peu comme l'a fait Fabien, d'ailleurs qu'on appelle Fabien la bourse entre nous, mais ça, il ne le sait pas, comme l'a fait tout à l'heure en vous montrant des exemples concrets et en passant sur la plateforme pour vous montrer comment on parle des bandes de Bollinger, etc. Donc, l'overlap, c'est quoi? Je vais essayer de vous le dire là rapidement. Hein. Il est évident que ça peut nécessiter toute une présentation, mais quand même, avec les graphiques, on va déjà pouvoir le comprendre. Et ceux parmi vous qui pratiquent un tout petit peu l'analyse technique vont très certainement réussir à l'intégrer plus facilement. Maintenant, la définition de l'overlap, c'est
dans ce qu'on appelle, nous, la théorie héliotiste, à la base, c'est le niveau de la vague 4 qui ne doit pas enfoncer le niveau de la vague 1. Bon, grosso modo, ici, vous avez le schéma héliotiste de base, d'accord? Donc, on ne va pas rentrer dans la théorie d'Elliott maintenant, c'est évident, mais Elliott qui a mis en place un schéma qui lui a permis d'établir des décomptes sur quasiment l'intégralité des graphiques qu'il observait, a dit que, voilà, on était censé monter en 5 temps, donc avec des vagues qu'il appelle 1, 2, 3, 4, 5, et corriger en 3 temps avec des vagues qu'il a appelées arbitrairement ABC. Évidemment, vous en doutez, ce schéma de base n'est pas, on peut pas le copier-coller et le mettre sur tous les graphiques qu'on regarde. Pourtant, et pour le pratiquer depuis longtemps, c'est quelque chose qui marche extrêmement bien. Alors évidemment, les 5 vagues de hausse, elles peuvent être avec des extensions, elles peuvent se dessiner autrement. Les phases correctives sont, elles, beaucoup plus complexes. C'est la partie la plus compliquée, finalement, et chez Elliott, et finalement aussi dans le trading de tout le monde aujourd'hui. Hein, on est tout intervenant de marché, lorsqu'il décide justement de prendre des positions, va avoir pour but d'essayer de savoir ce que vont faire les cours. Quand on est dans une tendance clairement définie, on va dire que c'est pas très difficile. Le seul problème, c'est de savoir combien de temps peut durer encore la tendance. Bon, exemple, les années qu'on a eues, 2019, etc., où le marché est en pleine hausse, ou depuis le point bas du fameux Covid, le temps qu'on s'en rende compte, hein, bien sûr, mais à partir de mars 2020, les marchés ont retrouvé une dynamique haussière assez forte, et là, ça devenait plus ou moins agréable de faire du trading. En revanche, quand on est comme sur ce premier semestre 2022 dans une phase beaucoup plus complexe, avec une phase qu'on ne sait pas si c'est finalement une correction d'un marché qui a monté énormément, ou si c'est peut-être un inversement de tendance sur du plus long terme avec un début de marché baissier. Hein. On le saura plus tard, mais pour l'instant, tant que le top du début d'année reste un top, on ne peut pas encore savoir où est-ce qu'on se situe. Donc, tout ça pour vous dire que Elliott, lui, a établi un décompte et il a dit, parmi les règles, que la vague 4, que vous voyez ici sur mon schéma Elliotiste avec ce trait rouge, ne doit pas enfoncer le niveau de la vague 1. Autrement dit, vous tracez une droite horizontale en haut de la vague 1 et à partir du moment où vous êtes en train de dessiner votre vague 4, si, bien sûr, vous voulez avoir un décompte Elliotiste correct, théoriquement parlant, il ne faut pas que cette vague 4 enfonce la vague 1. Alors certains vont me dire, oui, mais qu'est-ce qui se passe si ça enfonce? Ou alors, ok, mais est-ce qu'on va toujours revenir tester exactement ce niveau? Ma réponse est non, on va pas toujours revenir le tester. On verra que ça arrive quand même assez souvent qu'on le teste. Et pour la deuxième remarque, si jamais la vague 4 enfonce la vague 1, bah, c'est-à-dire qu'on s'est trompé dans notre décompte et qu'il faudra envisager un autre décompte. Encore une fois, là, je ne vais pas pouvoir vous faire une présentation éliotiste complète. Hein. Donc, mais on va vraiment se focaliser sur ce niveau. Après donc de nombreuses observations, on a pu finalement donner une définition un peu plus large à l'overlap, qui est en gros, hein, pour que vous compreniez bien, c'est ce que nous on appelle dans notre jargon une borne de polarité, mais qui a en plus une particularité, c'est d'être horizontale. Donc une borne de polarité horizontale, c'est un niveau horizontal qui va à tour servir soit de support, soit de résistance au marché. Si vous prenez un graphique quelconque et que vous tracez une horizontale n'importe où, vous allez voir que cette horizontale ne va pas forcément jouer le rôle de borne de polarité. On va passer à la slide suivante, parce que, encore une fois, comme je vous le dis, la théorie, c'est bien, il faut la connaître, il faut la savoir, mais rien de tel que la pratique. Donc, je vous ai mis quelques exemples d'overlap pour que vous regardiez avec moi les graphiques que je vous ai présentés, que ça puisse petit à petit vous parler. Il y a évidemment des valeurs comme tout, hein, comme toute théorie, qu'elle soit technique, fondamentale, quantitative, etc. Il n'y a pas de panacée boursière, hein, ça se saurait. Donc, tout ce qu'on peut vous présenter, que ce soit moi, que ce soit Fabien, que ce soit n'importe qui, si vous dites, bah, moi j'ai la martingale, voilà, j'ai trouvé le truc qui marche à tous les coups, vous oubliez ça tout de suite. Moi, ce que je suis en train de vous montrer, c'est des niveaux qui fonctionnent extrêmement bien et souvent, et particulièrement peut-être sur certaines valeurs plus que sur d'autres. Ça aussi, ça peut arriver. Et c'est ce qu'on appelle, nous, faire du backtesting, c'est-à-dire voir si telle ou telle valeur répond à tel ou tel type de niveau. Là, en l'occurrence, on est sur Apple, bon, bah, une valeur que je ne présente plus, hein, qu'on n'a même pas besoin de présenter, sur laquelle on voit une succession d'overlaps que je vous ai dessiné ici en bleu. Et depuis 97, dans sa phase haussière, bon, déjà, on voit quand on voit ça, bon, je l'ai toujours dit parce que souvent on a tendance un peu à l'oublier, mais les fameuses GAFAM
enfin, qui sont plus vraiment des GAFAM aujourd'hui, hein, qui sont presque des AMAM, hein, puisque Google est devenu Alphabet, que maintenant Facebook est devenu Meta plateforme. Bref, mais les anciens GAFAM sont quand même des gros mastodontes, et on voit ici qu'une boîte comme Apple, quand on regarde le graphique, on n'a pas vraiment l'impression d'être passé par des phases de marché difficiles, tendues, qu'on a eu, à part peut-être la bulle Internet, qui a été un petit peu plus impactante pour une boîte technologique, mais que ce soit la crise de subprime ou le Covid, ou évidemment le Brexit ou autre, bon, on voit que la valeur est dans une phase ascendante quand même assez marquée. Si on regarde à partir de 97 et qu'on voit la première vague de hausse qui va arriver jusqu'à la première flèche rouge ici. On va donc dessiner une horizontale sur cette première résistance. Par la suite, le marché a corrigé. Je vous ai mis ici un trait noir parce que ce n'est pas un overlap en tant que tel, c'est juste une zone de support. Bon, c'était quand même intéressant de la remarquer. Et puis, par la suite, le marché reprend son ascension. Il va finir par dépasser ce premier trait bleu, qui est donc un overlap potentiel, hein, ce qu'on appelle potentiel, parce que on va pas, chaque sommet de vague ne va pas forcément représenter un overlap. Mais on constate sur Apple qu'on a quand même une majorité de ces sommets qui a fini par jouer un rôle d'overlap. Une fois que ce niveau a été dépassé, on voit que le marché vient rebondir dessus en pullback, un pullback qui peut parfois avoir lieu à court terme et parfois à beaucoup plus long terme, mais on va constater que le marché va venir prendre appui sur son ancienne zone de résistance et va s'en servir comme support. Sur ce graphique, tous les traits bleus représentent des overlaps qui ont fonctionné. Vous avez les flèches rouges qui vous indiquent le niveau de résistance, et puis la flèche verte par la suite qui va vous montrer le niveau où la même résistance est devenue un support. Et on le voit par la suite, sur la deuxième flèche rouge, le marché a continué à monter, il a retrouvé une autre résistance avant de corriger, et quand il a corrigé, il est venu s'appuyer de façon très scrupuleuse. Parfois, ça se joue à quelques centimes près, hein, quelques dollars près même sur des boîtes comme Apple, c'est pas forcément énorme. Et puis, on voit effectivement que en s'appuyant à nouveau sur cette zone de résistance, le marché a trouvé un nouveau point d'appui pour manifester une nouvelle vague de hausse. Alors pourquoi ça c'est très intéressant? Et vous voyez finalement sur des graphes comme Apple qui fonctionnent extrêmement bien sur les overlaps, bah, c'est intéressant parce que ça vous permet, vous, à partir du moment où vous arrivez à identifier ce genre de niveau, à trouver des points d'entrée intéressants. Comment jouer un overlap? J'allais dire c'est simple. Oui, c'est relativement simple. Il faut évidemment attendre de pouvoir l'identifier, c'est-à-dire repérer une zone de résistance qui a arrêté l'évolution du marché, attendre évidemment que cette zone soit dépassée, et à partir du moment où on va venir rebondir sur cette zone, et là c'est important, parce qu'il y a des gens qui me disent oui, mais est-ce qu'il faut acheter au moment où on arrive sur l'overlap, au moment où on teste l'overlap, ou au moment où on a rebondi sur l'overlap? Ça, pour le coup, c'est une vraie astuce de trading. Il faut bien évidemment attendre qu'on ait rebondi sur l'overlap. Alors certes, vous allez me dire oui, mais si j'achète sur l'overlap, je vais toujours acheter un peu moins cher. Là, je suis d'accord, mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit en introduction, il n'y a pas de panacée, donc les overlaps, ce n'est pas non plus un tour de magie. Ça peut très bien ne pas fonctionner. Si jamais vous achetez sur l'overlap et que finalement le marché finit par repartir à la baisse, bah, vous aurez ce qu'on appelle un faux signal haussier, et en achetant sur le rebond, vous donnez un petit peu plus de conviction et vous donnez statistiquement plus de chances de réussir justement votre trading plutôt que d'anticiper le rebond sur l'overlap. On va passer au graphique suivant. Vous voyez, même récemment, là, il y a un overlap sur Apple qui a eu lieu assez récemment. C'est pour ceux qui veulent regarder le graphique de plus près. Mais on le verra ensemble tout à l'heure parce que il y a un autre graphique d'Apple que je vous ai préparé. On est ici sur une boîte française, cette fois Airbus, que vous pouvez bien évidemment trouver en Turbo 24 chez IG. Airbus, de la même façon, a bien répondu entre avril 2009 et janvier 2020, a bien répondu à ce qu'on appelle les overlaps, les bandes de polarité. Si vous regardez la première, on constate que c'était avant, sur la première flèche verte, un support qui a joué le rôle de résistance à plusieurs reprises. Le marché a continué à baisser jusqu'à trouver son point bas en avril 2009. Et lorsqu'il a commencé à remonter, il a trouvé la même résistance qu'il avait retrouvée auparavant, à 2 reprises. Donc, si vous voulez, à 4 reprises, il est venu buter sur cette résistance. Et à partir du moment où il a fini par s'en affranchir, eh bien, il est venu rebondir à de nombreuses reprises. Là, vous voyez bien, c'est un graphique daily qui est quand même très condensé, hein, puisqu'on remonte au moins jusqu'en 2006 sur ce graphique, c'est-à-dire on a quasiment
2006, 14, 16 ans d'historique. Bon, mais vous voyez par la suite que à de nombreuses reprises, on est venu rebondir sur cette même zone de résistance. Et à nouveau, comme sur Apple, sur chaque trait bleu, vous voyez, une nouvelle zone de résistance. Voilà, si j'avais eu la place de mettre plus de flèches, je vous les aurais mises, mais je voulais pas que le graphique devienne grossier. Et puis, vous voyez par la suite, le nombre de fois, là, j'ai mis 3 flèches vertes sur les rebonds. Mais si vous zoomez en intraday et vous regardez en daily, etc., bah, je pense que vous devez avoir au moins 7 ou 8 rebonds sur ce même niveau avant que Airbus décide de repartir à la hausse. Et à nouveau, double résistance sur les flèches rouges ici. Lors de la phase de consolidation, à plusieurs reprises, on est venu s'appuyer exactement sur l'ancienne zone de résistance qui est devenue une zone de support. Voilà. Et donc ça se répète régulièrement. Sur chaque trait bleu que vous voyez sur ce graphique, vous avez eu à chaque fois un overlap qui a fonctionné. Bon, c'est quand même pour vous dire que c'est des niveaux qui sont quand même extrêmement efficaces. Alors évidemment, on les voit ici sur des sous-jacents qui répondent extrêmement bien à ce genre de niveau. Il y en a d'autres, hein, je pourrais vous les citer, mais bon, c'est pas le but ici. Mais on voit que ça peut, sur certaines valeurs, fonctionner extrêmement bien. Et finalement, quand vous voyez le dessin, que ce soit sur Apple ou sur Airbus, on a une sorte d'impression d'escalier, vous voyez, comme si les overlaps, là, les traits bleus les uns après les autres, dessinaient des marches d'escalier sur lesquelles le marché s'appuie régulièrement pour monter. Okay. Maintenant, on va voir sur les graphiques suivants, donc si on passe à la slide suivante, des cas un peu plus zoomés et un peu plus précis. Voilà, là, donc on a un peu zoomé là sur Renault, par exemple. Donc on voit que c'est un graphique qui a à peine un an d'historique et un peu plus d'un an. Et qu'est-ce qu'on voit sur Renault? On va s'intéresser à deux choses en partant du fameux point bas de mars 2020, vous savez, le fameux point bas post-Covid. Alors, post-Covid, je précise, en termes boursiers. Hein. On sait très bien que le Covid, on en entend encore parler aujourd'hui. D'un point de vue boursier, le vrai impact du Covid sur la bourse, il a eu lieu pendant un mois. Il a été effectivement très violent, mais il a eu lieu pendant un mois entre, on va dire, mi-février et mi-mars 2020. Bon. À partir de mars 2020, la plupart des indices et des actions ont retrouvé une dynamique haussière. Et là, vous voyez que Renault, effectivement, a marqué un point bas en mars 2020. Il est venu buter à 3 reprises. Là, vous voyez les premières flèches rouges sur une zone de résistance. Et lorsqu'il a fini par s'affranchir de cette zone de résistance et qu'il a entamé une nouvelle phase corrective, on voit qu'il est venu rebondir sur la flèche verte que vous voyez, la première flèche verte, enfin la deuxième flèche verte, pardon, que vous voyez, il est venu rebondir sur ce même niveau. On a tracé un autre horizontal bleu un peu plus haut, autour des 27,60, comme vous le voyez sur mon graphique, parce que c'était la zone de résistance majeure qui avait arrêté la vague de hausse suivante. On est venu rebondir en overlap sur l'overlap précédent, et puis on s'est affranchi de la résistance en question. Je vous ai mis un petit cercle bleu pour voir à partir du moment où Renault est venu au-dessus de cette borne de polarité. Qu'est-ce qu'on constate par la suite? On constate que lorsque Renault a commencé à corriger, il s'est appuyé à 3 reprises sur cette même borne de polarité, sur les 3 flèches vertes que vous voyez. Si vous aviez fait ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que vous aviez attendu un rebond sur cette zone-là et que vous aviez, par exemple, initié un achat sur un call, un turbo long Renault, un turbo 24 long chez IG, bah, vous auriez pu bénéficier, avec votre effet de levier, d'une stratégie qui, à chaque fois, vous aurait permis de gagner, allez, là, je vous le dis à vue d'œil parce que j'ai quand même l'habitude, mais si vous aviez acheté le rebond sur Renault et que vous l'aviez vendu honnêtement, c'est-à-dire pas vendu forcément au plus haut, mais vendu lors d'une des corrections suivantes, vous auriez fait facilement 30% sur votre turbo, d'accord, au bas mot. Après, vous avez rebondi à nouveau 2 fois sur ces 27,60, ok. Si, alors attention, certains vont me dire oui, mais l'accélération haussière a eu lieu après le deuxième rebond. Ok, ça me va très bien. Mais n'oubliez pas que lorsque vous mettez en place une stratégie trading, vous mettez en place un plan de trading avec des stops, etc. Et que si vous achetez sur l'overlap, il est hors de question de mettre un stop sur l'overlap. Vous allez mettre un stop sous l'overlap pour vous permettre de jouer encore l'overlap en question. Et comme vous le voyez, puisqu'on rebondit sur l'overlap, il est hors de question de mettre un stop sur l'overlap. Vous décalez un petit peu votre stop et vous voyez que même si vous aviez acheté sur le premier rebond, qui a effectivement pas, qui a été un petit peu avorté, bah, vous n'auriez pas été stoppé. Sur le deuxième rebond, là, vous avez eu droit à l'accélération attendue. Et pareil, en vous positionnant sur le turbo, que ce soit sur le premier ou le deuxième rebond, plus logiquement sur le premier, en maintenant votre position, bah, vous auriez eu là un potentiel de gain qui était entre 50 et peut-être 70% sur un turbo. D'accord? Qu'est-ce qu'on voit par la suite? Février 2022, Renault marque un nouveau point haut
Et là, effondrement du titre, d'accord, assez violent. Et on voit que le titre est passé de quasiment 37-38 euros et est revenu quasiment sur les 20 euros. D'accord? À partir du moment où Renault est venu buter quasiment sur le précédent overlap, donc le premier trait bleu, avant de rebondir, regardez très scrupuleusement sur quel niveau il est venu buter lors de son rebond. Et bien, à nouveau, sur la dernière flèche rouge que vous voyez sur ce graphique, Renault est venu buter sur le même overlap. De la même façon, vous pouviez très bien attendre la butée de Renault sur cet overlap, donc sur la flèche rouge qui est le plus à droite là sur mon schéma, pour initier cette fois un turbo short sur Renault en vous disant bon bah voilà, Renault n'a pas réussi à franchir son overlap, j'ai des chances d'avoir un potentiel baissier derrière et à nouveau sur le potentiel baissier que vous aviez, vous étiez au moins 30% de gain sur le turbo en question. Ce qui est très intéressant dans cet exemple-là, contrairement aux autres sur lesquels on a vu des overlaps qui, certes, ont extrêmement bien fonctionné, mais qui étaient passés, là, on est dans l'exemple concret. C'est-à-dire que ce graphique que je vous ai fait là date du 28 juillet, donc de ce matin, hein, très exactement, et on voit que Renault s'approche à nouveau de l'overlap en question. Donc, ça va être pour nous une zone très intéressante à surveiller. Qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre, évidemment, de voir ce que va donner le test de l'overlap en question. Et on va voir. Si jamais on voit que l'overlap joue encore son rôle de résistance et que Renault finit par repartir à la baisse, peut-être que ça va nous donner envie de rejouer une position baissière. Inversement, si on voit que Renault arrive à s'affranchir de l'overlap, on aura peut-être envie d'initier une position haussière. Attention toutefois, je vous ai tracé, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en technique, on a plusieurs niveaux, choses à regarder. On a quand même aussi une sorte de drapeau qui est en train de s'inscrire sur Renault, que je vais tracer ici en bleu ciel sur la droite du graphique. On va peut-être faire attention aussi à la résistance du drapeau. Hein. Peut-être se donner une double confirmation avant d'initier une position acheteuse. Voilà. Je pense que je vous ai mis encore un, voire deux exemples d'overlap. Si on peut passer à la slide suivante. Oui, merci. Oui, très bien. Ici, sur Uber, alors ça, c'est quand même assez intéressant. D'abord parce que nous, on l'avait joué, hein, ça, je m'en souviens très bien. Mais il y a plusieurs choses qui sont intéressantes ici. Pour ceux qui Alors, connaissent je me un peu permets de l'analyse te technique, couper, Marc, parce qu'on a une oui, question là qui vient d'apparaître sur Renault. Donc, du coup, oui, je vais revenir en arrière. Voilà. oui. Alors, on me dit concernant le rebond sur Renault, en considérant l'achat de Turbo 24, en sachant que le niveau de KO est réajusté chaque jour à minuit sur un graphique en daily, je ne sais pas à quel point ceci aurait été réellement profitable ou alors avec un levier très proche de 1 si on veut considérer un stop relativement éloigné. Alors, toi, justement, en pratique, comment est-ce que tu as fait finalement? Alors, excuse-moi parce que j'ai pas très bien compris la question. Parce que le fait que la barrière soit réajustée, ça n'a pas d'impact pour moi. Si je suis dans le bon sens, la barrière va être réajustée dans mon sens. Si je suis sur un long, par exemple, si je suis sur un long, la barrière va être réajustée à la hausse. Si je suis sur un short, elle va être réajustée à la baisse. Il ne faut pas oublier que lorsque la barrière est réajustée, malgré tout, le levier aussi, lui, va être réajusté, puisque par définition, plus on s'éloigne de la barrière, plus le levier diminue. Donc pour moi, c'est pour ça que j'ai pas très très bien compris la question de ce que je n'ai pas son nom d'ailleurs. Non, mais je pense que ça répond Je bien. m'en C'était excuse. par rapport au rebond. Donc, en gros, voilà. Est-ce Il qu'on faut pourrait ne savoir pas que avoir peur, si tu veux, que la barrière rattrape le niveau du marché dans une période de stagnation? oui, alors ça je comprends. Évidemment, si on achète exactement sur la barrière, mais ça c'est quasiment, enfin moi qui pratique le turbo depuis très longtemps, j'achète jamais quand je suis tout près de la barrière parce que j'ai un risque de désactivation qui est beaucoup trop grand. Par exemple, si je voulais jouer Renault, imaginons que après la baisse de février 2022, je vois le rebond intervenir à peu près sur mon overlap, bon un petit peu au-dessus, mais c'est pas bien grave et que je décide de jouer ce rebond. Ce que je vais faire, vu que j'ai mon overlap qui est sur les 20 à peu près, il est évident que je vais prendre une barrière qui va être en dessous pour me donner une marge de sécurité. Donc une barrière qui sera peut-être autour de 18, voire 19, en fonction du levier que ça me permet d'avoir. Ce levier, sur les turbos, le levier n'est pas un levier fixe. Hein. C'est des produits sur lesquels les leviers sont exponentiels et variables en fonction
de l'éloignement ou non des cours du sous-jacent par rapport à la barrière. Plus les cours vont se rapprocher de la barrière, plus le levier va augmenter, plus les cours vont s'en éloigner, plus le levier va diminuer. L'avantage, malgré tout, du turbo, c'est que, contrairement par exemple à un Varan, on ne va pas avoir de dimension temps qui va jouer de la même manière. Donc, si jamais on prend un turbo parce qu'on a une confiance dans un directionnel et que le directionnel en question prend un peu plus de temps à arriver que ce qu'on attendait, parce que ça peut arriver, comme le suggérait sans doute la personne qui a posé la question, si finalement le marché stagne un peu à partir du moment où je suis rentré en pause, bon, bah, je ne vais pas perdre grand-chose sur mon turbo, hein, donc ça c'est très bien. Et si j'ai confiance dans mon directionnel, à partir du moment où Renault va accélérer un peu dans son rebond, bah là, je vais voir mon turbo prendre de la valeur, 10, 15, 20, jusqu'à 30% à vue d'œil sur le rebond qu'on a pu avoir ici. De la même manière, si j'avais pris un turbo short lorsque je suis arrivé en haut sur mon deuxième overlap et que j'ai vu évidemment que mon overlap a tenu et que le marché est reparti à la baisse, bah, de la même manière, j'aurais pris une barrière comme l'overlap est à 27,60, j'aurais pris une barrière peut-être autour des 29,30 pour me donner une marge de sécurité et pour ne pas risquer une désactivation sur une accélération trop rapide de Renault, etc. Mais ça, toute la subtilité du choix de la barrière, c'est aussi quelque chose qu'il faut réussir à maîtriser. Je sais que dans le concours, par exemple, certains ont certainement voulu tenter des coups un petit peu agressifs. Bon, bah ça me convient très bien. Sauf que là, c'est un petit peu plus risqué parce que on va dire bon allez, je lance une pièce à pile ou face. Si je suis dans le bon directionnel, je vais avoir un levier de 40 et je vais me faire une perte de 200% très rapidement. Et puis tant pis, si je suis dans le mauvais directionnel, bah, je vais me faire désactiver tout de suite. Bah, c'est pas grave, j'aurais tenté le tout pour le tout. Bon, ça, quand on est en train de jouer sur un compte virtuel, on peut se le permettre. On ne va pas se le permettre de la même manière si on va mettre son argent en se disant je vais prendre le risque de perdre tout l'argent que j'ai misé sur une pause. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, tu me diras en fonction de ce que la personne a dit. Mais Si, c'est bon, je pense. ok, parfait. Donc, on revient après sur Uber. Alors, sur Uber, que j'avais d'ailleurs joué chez vous, hein, Maëva, je m'en souviens très bien, avec un turbo IG. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Je vous le disais tout à l'heure, quand on repère des niveaux techniques forts, et c'est pas forcément des overlaps, hein, c'est le cas pour ceux qui regardent, je sais pas, vous pouvez parfois repérer un canal, un drapeau, une droite de support, par exemple, tout simplement, pas forcément horizontale, une droite de résistance. On constate très souvent, techniquement, que le dépassement ou l'enfoncement de niveau fort a lieu avec une impulsion assez agressive. Et ça s'explique, hein, parce que l'analyse technique, c'est un reflet du comportement psychologique des intervenants de marché. Ça s'explique de la manière suivante. Lorsque on va trouver une zone de résistance forte, ça veut dire que peut-être que les intervenants, le marché va la surveiller d'une manière ou d'une autre. Lorsqu'on va d'un seul coup s'en affranchir d'un côté ou de l'autre, la confiance va revenir assez vite et finalement, on va provoquer une impulsion. Hein, vous le savez très bien, lorsque le marché est en confiance, que ce soit à l'achat ou à la vente, eh ben, il va lui-même provoquer, si tout le monde se met à acheter Uber, bah, Uber va monter, si tout le monde se met à vendre Uber, Uber va descendre. OK. Qu'est-ce qu'on voit sur Uber? Mars 2020, hein, le fameux point bas d'après Covid, Uber retrouve une dynamique haussière, enfin retrouve jusqu'en février 2021 en tout cas, et on voit qu'après une accélération, en juin 2020, Uber fait face à une zone de résistance. Et cette zone de résistance, elle a fini par jouer justement son rôle à plusieurs reprises, puisqu'on voit sur les flèches rouges que je vous ai indiquées ici, que voilà, c'est pareil, encore une fois, si on zoome, là on est sur Graph Daily, on a 3 flèches rouges, mais on doit avoir au moins une, deux, trois, allez, je dirais 7 ou 8 butées sur le même niveau, ou même 5 ou 6, qu'importe. Finalement, Uber finit par s'affranchir de cette résistance. Et regardez de quelle manière il s'en affranchit. Hein. Vous le voyez sur le graphe à l'œil nu, on voit que c'est par un gap haussier très violent que Uber est passé au-dessus de ce niveau. Et non seulement par un gap haussier, mais un gap qui a été confirmé tout de suite, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu de pullback derrière, et puis on a eu une accélération haussière derrière. D'accord? À partir de ce moment, alors attention, hein, vous auriez pu effectivement décider de jouer déjà une position haussière sur Uber en vous disant, bon, je ne sais pas si cette zone sera un overlap, ça c'est par la suite qu'on l'aura su, mais en tout cas, j'ai remarqué que Uber a buté sur une même résistance à de nombreuses reprises et que là, il vient de passer au-dessus. Donc, j'estime que si je connais un peu mon analyse technique, il y a de fortes chances, à moins évidemment de ce qu'on appelle un bull trap, c'est-à-dire une sorte de spike, on passe juste au-dessus du niveau en question et le lendemain, on repasse en dessous. Ça n'a pas été le cas. Donc, vous auriez déjà pu quand même tenter le coup. Bon, nous, on ne l'avait pas fait. En revanche, qu'est-ce qu'on a fait? Quand on a vu la phase corrective intervenir à partir de février 2021,
Et on a vu qu'après une baisse quand même assez lancinante et finalement une phase de baisse assez longue, puisqu'entre février et septembre 2021, Uber s'est mis à corriger, eh ben, on voit que quand il est revenu sur ce même niveau de résistance, vous voyez que je vous ai tracé là en horizontal, ben, dans le petit cercle vert que j'ai indiqué là, on voit que Uber est venu s'appuyer à de nombreuses reprises sur ce niveau. Et nous, qu'est-ce qu'on s'est dit? Ben, on s'est dit, tiens, on est en train de rebondir sur notre overlap. Pourquoi ne pas initier une position acheteuse via un turbo long, Uber, etc. Là, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu effectivement droit à un gap, une accélération haussière derrière assez vive. Et ce gap-là, pour vous le dire comme ça à vue d'œil, de mémoire, c'était un gap qui est entre 4 et 5%. Donc, imaginez que vous ayez pris ne serait-ce qu'un levier de 7, qui n'est pas énorme sur un turbo action. Bah, 7 fois 4, 5, bah, vous êtes déjà à une perf de 30% en quasiment une journée. Bon. Par la suite, effectivement, le cours a un peu stagné. Il n'a pas marqué une véritable accélération haussière, mais il est quand même venu s'appuyer sur cet overlap et ce qui nous avait permis, nous, d'initier une position gagnante. Par la suite, regardez bien, et c'est là que ce que je vous ai dit qui était intéressant, si vous aviez attendu qu'on revienne, parce que si j'avais étendu mon trait bleu là un petit peu plus loin, et que vous aviez attendu que Uber revienne sur ce niveau en vous disant tiens, c'est un overlap, si vous n'aviez pas suivi le conseil que je vous ai donné tout à l'heure, à savoir attendre qu'il y ait un rebond sur ce niveau, bah, vous auriez pu initier une position acheteuse un peu trop tôt, et finalement vous êtes fait avoir. Parce que par la suite, on a mordu sous l'overlap. D'accord? Même si on n'a pas mordu énormément, qu'on a rebondi un petit peu, finalement, l'overlap en question, à partir du moment où on est passé là, suffisamment en dessous et qu'après Uber a marqué une accélération baissière, bon, il devient caduque. Hein. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, on ne va plus regarder ce niveau. C'est parce que c'est une question qu'on me pose aussi souvent, à partir de quand on arrête de regarder une bande de polarité. Bon. Là, c'est un exemple dans lequel on va arrêter de regarder cette bande de polarité. Je pense qu'on avait un dernier exemple sur les overlaps assez marquant et assez intéressant puisqu'il est plus actuel, encore une fois. Donc un peu comme ce qu'on avait tout à l'heure sur Renault. Donc on va passer à la dernière slide sur cette première astuce. Puis je vais essayer d'accélérer un peu parce que je vois que on va reprendre un petit peu le rythme. Bien, merci Maëva. Donc là, on est sur l'AEX, donc l'AEX 25 qui est l'équivalent du CAC ou du DAX pour les Pays-Bas, hein, donc l'indice de référence néerlandais. Que vous pouvez également jouer via votre compte de trading Turbo 24. Qu'est-ce qu'on voit sur l'AEX? On voit quand même quelque chose d'assez... Enfin, pour moi, c'est quand même assez impressionnant de voir ces choses-là. C'est-à-dire que c'est vraiment des niveaux, quand je vous dis que ce sont des niveaux qui sont vraiment forts, voilà, c'est pas des paroles en l'air. On voit qu'en février 2020, donc là, pour le coup, avant la fameuse crise Covid, l'AEX avait marqué un plus haut. Par la suite, vous avez le gros effondrement lié au Covid. Et puis, comme la majorité des indices, l'AEX a récupéré tout ce qu'il avait perdu pendant la crise du Covid pour venir dépasser voilà, son ancien plus haut. Et quand il a dépassé son ancien plus haut, on voit qu'en janvier 2021, il est venu marquer un pullback donc sur l'overlap de février 2020. Déjà, sur ce pullback-là, sur le rebond, vous pouviez initier une position acheteuse qui, par la suite, aurait pu vous rapporter beaucoup si vous aviez mis un stop un peu suiveur et que vous aviez eu le cran de garder votre position. Maintenant, ceux qui auraient eu un peu peur à la première conso, voire la deuxième, et qui auraient revendu, bon, on ne peut pas leur en vouloir. Mais vous voyez bien quand même que à partir du dépassement de cette zone de résistance et de l'appui en overlap sur la zone de résistance en question, on voit qu'on a marqué une très forte accélération derrière. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est de voir que malgré, j'allais dire, ou en dépit de la baisse, forte baisse qu'on a eue dans le premier semestre 2022, en juin 2022, regardez sur quel niveau est revenu rebondir l'AEX et tout petit peu en amont par rapport à ses confrères européens. Et on voit que en rebondissant sur cette zone, sur cette overlap, vous avez à nouveau marqué une très forte accélération haussière, enfin très forte, en tout cas une forte accélération haussière, hein, vous voyez quand même à l'œil nu, puisque on est repassé de, allez, peut-être 630, 640 à 715, voilà, ce qui est quand même conséquent. Et sur un turbo, là, vous avez également un potentiel de gain d'au moins 70-80%. D'accord? Et puis en plus, la UX est en train de dépasser une droite de résistance qu'on ne vous a pas tracée, mais que vous pouvez très bien imaginer, qui passait par tous les points hauts qu'il y a eu dans la phase corrective. Donc là encore, on voit que les overlaps, ce sont des niveaux
extrêmement forts et qui peuvent être effectivement faire office d'astuces de trading à partir du moment où vous arrivez à les identifier. Voilà, c'était tout pour les overlaps. Je vais essayer d'aller un peu plus vite pour la suite parce que je pense qu'il faut qu'on arrive à boucler tout ça. Alors, sur ma deuxième astuce, après les overlaps, j'ai voulu vous parler des triangles. Alors, les triangles, c'est quoi un triangle? L'analyse technique a autre chose d'assez agréable, c'est qu'elle a une nomenclature qui est très imagée. Hein, un triangle, vous demandez à un adolescent de tracer un triangle ou même de tracer un canal, c'est-à-dire deux droites parallèles, ben, il va savoir le faire. Un triangle, donc comme son nom l'indique, c'est une figure chartiste qui va prendre la forme géométrique d'un triangle. Cette figure doit prendre place, alors attention, ça c'est important, en 5 vagues que Elliott a notées A, B, C, D et E, qui vont être de taille décroissante pour un triangle fermé ou croissante pour un triangle ouvert. Sachez que les triangles ouverts sont quand même beaucoup plus rares et un petit peu plus durs à appréhender, et on verra ensemble pourquoi. Chacune de ces vagues doit elle-même théoriquement prendre place en 3 vaguelettes. Ça, c'est pour vous donner vraiment la définition théorique d'Elliott. Maintenant, vous verrez que dans l'analyse technique, on a fini par s'accaparer parfois certaines configurations qui vont nous rappeler des triangles. J'ai parfois des personnes qui me voient des épaules tête-épaule un peu partout. Alors, de temps en temps, ce n'est pas une vraie épaule tête-épaule au sens théorique strict, mais ça peut quand même faire office de figure de retournement. Pourquoi je vous dis ça? Parce que même si la majorité des triangles vont répondre à la théorie, c'est-à-dire 5 vaguelettes, chacune en 3 vagues, etc., parfois vous pouvez avoir un triangle dans lequel la vague E va être un petit peu avortée, ou un triangle dans lequel vous n'allez pas véritablement avoir vos 5 vagues de la même manière, mais vous allez quand même voir que vous êtes en train de dessiner un triangle. À la sortie d'une telle figure, on peut calculer un objectif théorique en reportant d'abord ce qu'on appelle la bouche du triangle, c'est-à-dire l'écart qu'il y avait maximum entre l'entrée dans le triangle et le premier point bas ou point haut du triangle, hein, si vous êtes sur un triangle ascendant ou descendant, et vous reportez, comme vous le voyez sur le graphique, sur les exemples en dessous, la même amplitude pour avoir un premier objectif. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un premier objectif? Un premier objectif, c'est ce que nous, on estime en tant qu'analyste technique être l'objectif minimal qui doit être atteint. Le second objectif qu'on va calculer, qui va être souvent beaucoup plus efficace, ça va être le report de la vague que vous aviez avant l'entrée du triangle à la sortie du triangle. Donc, vous reportez l'amplitude, 100% de l'amplitude que vous aviez avant de rentrer dans votre triangle et vous la reportez à la sortie du triangle. Les triangles, et c'est très important, sont dans l'analyse chartiste technique des figures de continuation. Ça veut dire qu'ils ne vont pas inverser, contrairement aux figures de retournement, votre tendance. Là, pour le coup, c'est une vraie astuce de trading. Pourquoi? Parce que si vous arrivez à repérer les triangles, bah, vous allez avoir des points d'entrée, que ce soit en short ou en long, extrêmement pertinents et efficaces. D'accord? Alors, il existe 4 grandes catégories de triangles. Un triangle ascendant avec la base qui va être au-dessus. Donc, vous le voyez là sur le premier exemple. Alors, un triangle ascendant, c'est un triangle qui va avoir un des deux côtés qui va être ascendant. D'accord? On le voit ici. Ensuite, vous avez le triangle symétrique sur lequel vous n'avez pas de base. Donc, un triangle symétrique va avoir un côté ascendant et un côté descendant. Et vous avez le triangle descendant, donc dans lequel vous allez avoir un côté descendant. J'insiste ici sur une chose. Bon, le quatrième triangle, c'est un triangle ouvert. C'est un triangle qui a un peu la forme d'un porte-voix. Okay? J'insiste sur une chose. Ne confondez pas, parce que certains le font, la nomenclature de triangle avec le rôle du triangle. Un triangle ascendant peut avoir lieu à la fois dans une tendance haussière, mais également dans une tendance baissière. Un triangle descendant, de la même manière, peut avoir lieu dans une tendance haussière comme baissière. Parfois, certains ont tendance à confondre et penser qu'un triangle ascendant, c'est dans une tendance haussière, et un triangle descendant, c'est dans une tendance baissière. Pas du tout. Le terme ici, ascendant et descendant, n'est là que pour indiquer la configuration du triangle, et pas du tout pour vous donner une idée du directionnel. D'accord? Donc, notez bien, hausse, triangle, hausse, baisse, triangle, baisse. Et ce, quel que soit le triangle, qu'il soit ascendant, symétrique ou descendant. D'accord? Alors, je vous ai mis quelques exemples de triangles, encore une fois, qui vont vous parler certainement plus qu'un slide théorique. Donc, on va passer au slide suivant. Le premier triangle que j'avais choisi pour vous, à moins que, je ne sais plus si on les avait classés dans l'alphabétique, voilà. On a ici un très bel exemple de triangle symétrique sur Apple. Alors, je vous l'ai mis ici. Donc, on voit qu'Apple a marqué une phase de hausse entre mars 2020 et septembre 2020. À partir de septembre 2020, il est plus ou moins rentré dans une phase de consolidation. Certes, certains pourront me dire que
il a marqué un nouveau plus haut qu'on a appelé ici la vague B, mais c'est très souvent le cas dans ce qu'on appelle, nous, des triangles symétriques. Et Elliott l'a très bien expliqué dans sa théorie. Il peut arriver que dans un triangle symétrique, la vague B intervienne un tout petit peu au-dessus du sommet de la dernière vague de hausse. Pour nous, la vague de hausse s'est arrêtée en septembre 2020, puis on est rentré dans une phase corrective triangulaire. Ce triangle symétrique, vous voyez, a bien eu lieu en 5 temps. On a les vagues A, B, C, D et E qui sont indiquées ici sur votre graphique en violet. Évidemment, lorsque vous repérez des triangles et que vous arrivez à délimiter à l'intérieur des triangles les vagues A, B, C, D, E, le point d'achat idéal, c'est d'acheter ce qu'on appelle, nous, la vague E. Pourquoi? Parce que, encore une fois, ça rejoint ce que je vous ai dit sur les overlaps, ce que je vous ai dit en introduction. C'est pas parce que vous avez l'impression qu'on est en train de décider un triangle que vous allez forcément avoir raison et que le marché va pas repartir à la baisse, par exemple, à partir du point D ici. Okay, à partir du moment où vous avez un rebond sur la vague E, là, vous pouvez estimer être en droit de valider votre triangle. De la même manière, vous voyez quand même que la borne inférieure du triangle ici a manifesté quand même une zone de support assez intéressante puisqu'on a eu quand même de nombreux rebonds sur cette zone. En initiant, par exemple, une position acheteuse sur un turbo long, un turbo 24 long sur Apple au niveau de la vague E, vous voyez que vous avez eu la cassure du triangle, là, manifestée dans le cercle vert, puis derrière, une accélération qui vous aura permis très largement, puisque nous l'avons fait nous-mêmes. Et je peux vous dire que sur ce titre-là, et Maëva ne me prendra pas à défaut, puisqu'on a un tableau, nous, des performances qu'on a faites sur les conseils IG, bah, sur ce triangle-là, on a fait, je crois, pas loin de 100% de gains. Je pourrais vous donner la performance exacte sur ce turbo. Tout à fait, je confirme. OK. Donc là, on est typiquement dans une astuce de trading probante, efficace, etc. Certains peuvent attendre la cassure. Alors ça, on me pose aussi parfois la question. Est-ce qu'il vaut mieux pas attendre la sortie du triangle? Certains me demandent même s'il vaut mieux pas attendre un pullback après la sortie du triangle. Là, je vais vous répondre, ça va vraiment dépendre de votre du type d'investisseur que vous êtes. À chaque personne, il y a un type d'investisseur différent en fonction de votre personnalité. Certains vont avoir une appétence au risque et un côté un peu agressif. C'est mon cas. D'autres vont être un peu plus sécuritaires, d'autres vont être encore plus sécuritaires. Moi, personnellement, j'achète toujours l'intérieur des triangles. Pour quelle raison? On va le voir sur un autre exemple que je vous ai préparé. Mais rien ne vous empêche d'attendre la sortie. Alors, évidemment, attendre la sortie, ça va vous faire acheter un peu plus cher, mais avec un petit peu plus de conviction. Ne pas attendre la sortie, ça vous fera toujours acheter un peu moins cher, mais prendre un tout petit peu un risque de voir le triangle ne pas fonctionner. Bon, moi, je préfère, j'ai assez confiance dans ce type c'est pour ça que ça fait partie des astuces que j'ai voulu vous présenter, parce que ce soit les overlaps ou les triangles, ce sont quand même des figures techniques qui fonctionnent extrêmement bien. Donc moi, j'ai assez confiance dans les triangles en général. On va voir un autre triangle par la suite. Alors, je ne sais plus lequel c'est exactement. Je sais qu'il y en a, je pense qu'il y en a, il doit en avoir 3 triangles. Alors voilà, ça c'est sur Amazon. Alors sur Amazon, ici, on a l'exemple d'un triangle descendant. Pourquoi? Parce qu'on a un des deux côtés, donc le côté supérieur qui est descendant, et une base horizontale. Ici, je vous ai mis le graphique d'Amazon en étiré un petit peu pour bien pouvoir faire un zoom sur le triangle. Maintenant, si j'ai l'occasion, peut-être que je vous partagerai après mon écran rapidement pour vous montrer à quel point un triangle peut être efficace, ou alors on verra à la fin si Maëva, on va peut-être avancer un peu. Si Maëva me dit qu'on a le temps, on fera ça, mais je ne veux pas vous faire. Ouais. On y va parce que effectivement. Ouais, alors, hop. Du coup, je passe au troisième et après on reviendra dessus éventuellement. Alors, ok. Alors dans ce cas, est-ce que tu peux à la troisième astuce, tu veux dire? Non, il faudrait revenir sur l'autre triangle alors, si tu veux bien. Au moins celui-là. Alors celui-là, oui, pourquoi? Parce que là, c'est vraiment un exemple qui est, j'allais dire, de très court terme, puisque moi-même, je l'ai joué. Je ne sais pas si on l'a joué dans le concours, mais on a joué ce turbo sur Delivery Hero. Lorsqu'on a effectivement repéré ce triangle que je vous ai indiqué là, avec les vagues A, B, C, D, E, donc c'est quand même très propre. C'est un triangle symétrique, il n'y a pas de base horizontale. Et à la sortie du triangle, si vous zoomiez un petit peu en intraday, et là, on ne peut pas le faire ici, mais nous, on était sortis du triangle. Et le jour où Delivery Hero est sorti du triangle, c'est un jour où le titre avait été très volatile. Il a pris plus 8%, il est revenu ou plus 7%, il est revenu quasiment flat, mais en revenant flat, il a trouvé appui sur la bande supérieure du triangle, donc il a rebondi en pullback dessus. C'est ce qui nous a, nous, conforté dans notre envie de prendre un turbo 24 long sur cette valeur. Et là, vous voyez la grosse bougie ici, c'était une journée, je crois 2 ou 3 jours après,
qu'on soit rentré en position, bah, Delivery Hero, pour des raisons fondamentales, hein, mais qu'importe, nous, on s'en fiche. On a joué ça sur du technique, bah, la valeur avait pris 15% en séance, ce qui a fait qu'on a sorti le turbo à un peu plus de 100% de gains sur cette valeur sur le concours. OK? Donc, vous voyez quand même que c'est quand même des figures qui sont extrêmement efficaces. Je te laisse passer à la slide suivante, Maëva, parce que tu gères un peu le timing, effectivement, parce que là, il est déjà 34, effectivement. Donc, la troisième astuce que je voulais vous donner, et là, je peux passer dessus assez vite, parce que finalement, les exemples graphiques vont vous être un petit peu moins utiles. Il faut penser aux corrélations qui existent parfois entre certains sous-jacents. Ça, je vais vous dire, c'est vraiment pour le coup, alors les autres, c'est des points techniques, c'est quand même des astuces, mais là, pour le coup, c'est une vraie astuce. Pourquoi? Parce que, bah, mine de rien, il n'y a pas énormément de gens que j'entends, même dans le métier, qui m'en parlent et qui font attention à ça. On a mis ici des couples de sous-jacents qui, qui peuvent vous montrer des corrélations assez évidentes. Alors, c'est quoi une corrélation entre deux sous-jacents? C'est deux sous-jacents différents, mais qui vont évoluer quand même plus ou moins de la même manière. Alors, évidemment, la plus grosse corrélation qu'on puisse trouver aujourd'hui, je pense techniquement, c'est la corrélation entre le Brent et le WTI. Hein, donc, les cours du pétrole, qu'on appelle le pétrole de la mer du Nord en Europe, et les cours du pétrole du WTI américain, d'accord? Ces deux graphiques-là, on va le voir par la suite, sont extrêmement semblables. Alors, je vais vous dire en quoi c'est une astuce. Hein. Ne vous inquiétez pas, il ne suffit pas juste de vous dire bah, ces graphiques sont corrélés. On a également une corrélation entre le CAC 40 et l'Eurostoxx 50. D'accord? Il faut savoir que contrairement à certaines idées reçues, l'Eurostoxx est en majorité, d'un point de vue de pondération, constitué par des valeurs du CAC hein, et non pas du DAX. Donc, on va voir que ces deux sous-jacents sont extrêmement proches l'un de l'autre. Le gold et le silver, je serais d'accord avec ceux qui vont me dire que c'est un tout petit peu moins évident. Hein. Ce ne sont pas des graphiques qui sont extrêmement corrélés de la même manière. Pour autant, vous avez parfois des phases d'accélération de l'un et de l'autre ou des phases de ralentissement de l'un et de l'autre qui ont lieu en même temps. Enfin, on peut également parfois prendre une valeur type enfin un sous-jacent type le Bitcoin, Bitcoin que vous trouvez également maintenant sur les Turbo 24, puisque IG a été le premier émetteur, enfin via Spectrum, etc., à nous créer un turbo sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Et vous pouvez comparer le cours du Bitcoin à Coinbase, évidemment, qui est une entreprise spécialisée sur la crypto-monnaie. Et vous avez également la possibilité de jouer sur les cours de Coinbase via un Turbo 24. On va passer au slide suivant, et là, on va pouvoir aller un peu plus vite, Maëva. Donc là, je vous ai mis à chaque fois, voilà, un exemple. Donc, vous voyez ici, vous avez le graphique du Brent à gauche et le graphique du WTI à droite. Très franchement, vous voyez quand même que ces deux graphiques sont extrêmement corrélés. Ils dessinent des mouvements qui sont relativement identiques. Ensuite, alors je vais d'abord vous montrer les quatre graphiques, et ensuite, je vais vous donner l'astuce pour justement vous servir de ce type de corrélation que vous avez entre divers sous-jacents. Là, on a les cours du gold et les cours du silver. Alors, vous voyez, comme je vous l'ai dit, c'est un tout petit peu moins évident que sur les trois autres exemples. Malgré tout, on voit quand même que on a des accélérations haussières, que le gold est rentré dans une phase corrective en même temps que le silver, même si les points d'inflexion, là, peuvent avoir lieu à des timings un peu différents. Troisième exemple, c'était donc le CAC et l'Eurostoxx. Donc, vous allez voir sur la slide suivante, encore une fois, que peut-être pas de façon aussi évidente que le Brent et le WTI, mais vous voyez quand même que à droite, l'Eurostoxx, à gauche, le CAC, c'est quand même assez frappant. Hein, vous voyez, on aurait presque l'impression, quelque part, si je vous l'avais pas dit, si j'avais caché les échelles et le nom du graphique, on aurait presque eu l'impression d'avoir les mêmes graphiques, d'accord? Et puis, dernière corrélation entre les cours donc, du Bitcoin, donc la crypto-monnaie reine du marché de la crypto, et les cours de Coinbase, on voit également quand même qu'on a une certaine forme de corrélation entre ces graphiques-là. Maintenant, comment se servir en tant qu'astuce de trading de ces remarques-là? Bah, imaginez que on ait déterminé un petit triangle ou un canal ou un drapeau sur deux des valeurs en question, d'accord? Et que vous soyez à l'intérieur d'un canal, comme ça a été le cas en 2010, il y avait un petit canal ascendant sur le CAC et l'Eurostoxx. Et bien, figurez-vous que je ne saurais plus vous dire de mémoire lequel des deux sous-jacents est sorti à la baisse du canal en premier, mais imaginons par exemple que ce soit le CAC, hein, qu'importe, ben, vous êtes sorti du CAC à la baisse, mais l'Eurostoxx était toujours dans son canal.
bah, vous avez 99 chances sur 100 que l'Eurostoxx, par la suite, sorte également à la baisse de son canal et accélère à la baisse. Donc, la cassure du canal sur le CAC vous donne une indication sur l'Eurostoxx et vous allez pouvoir entrer sur l'Eurostoxx avec un point d'entrée un peu plus pertinent et un petit peu plus optimal, puisque vous allez rentrer avant la cassure du triangle. De la même manière, hein, là, il y avait une sorte de drapeau sur le Bitcoin et sur le Coinbase. Bon, bah, si vous regardez à la date près, peut-être que vous auriez une indication de sortie baissière du drapeau sur l'un ou sur l'autre de façon préméditée. Voilà, de la même façon sur le WTI et le Brent. Si à un moment on voit qu'on est dans un triangle de consolidation, bah peut-être que le Brent va sortir à la hausse avant le WTI, auquel cas vous pouvez vous positionner sur le WTI ou inversement. Voilà. Donc ça, ce sont de vraies astuces de trading qui sont à la portée un peu de tous pour le coup. Ne pas oublier de temps en temps, lorsqu'on regarde certains sous-jacents, de voir qu'il y a peut-être des sous-jacents qui leur sont très corrélés et qui peuvent nous permettre d'avoir des points d'anticipation de l'un par rapport à l'autre. Et attention, hein, ces anticipations peuvent alterner. C'est-à-dire que peut-être que parfois le CAC va vous donner une indication sur l'Eurostoxx, et puis la fois suivante, ce sera l'Eurostoxx qui va vous donner une indication sur le CAC. De la même façon, sur chacun des exemples qu'on a mis ici. Hein, c'est pas toujours l'un qui va être prédominé sur l'autre. Voilà. Donc, bah, pour ma part, là, c'est terminé. Je pense qu'effectivement qu'on a débordé peut-être un tout petit peu sur le timing original. En tout cas, je vous remercie. J'espère que ça vous a été utile. Il vous reste demain encore une journée pour essayer de prendre des positions. Bah voilà, peut-être qu'avec certaines astuces qu'on vous a données Fabrice et moi là aujourd'hui, Fabien pardon et moi aujourd'hui, vous allez pouvoir avoir des petits trucs qui vont vous permettre de se dire bah tiens. Et puis que ce soit pour la fin du concours ou pour votre trading en général, hein, c'est pas essentiellement. Exactement. Et tu fais bien de faire la transition. Là, j'espère que ces astuces, donc on a parlé expected move, on a parlé borne de Bollinger, on a parlé overlaps, triangle, corrélation. J'espère que donc ces 5 astuces eh bien, vont vous aider pour pouvoir booster un petit peu la performance, hein, que ce soit sur le marché US ou alors dès demain matin sur le marché européen. Mais effectivement, ce sont des astuces qu'on peut aussi mettre en application tous les jours dans son trading eh bien, pour son portefeuille hein, sur le compte réel. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir partagé ces astuces. L'audience vous remercie aussi chaleureusement. Je pense qu'ils ont vraiment apprécié ces différents conseils. Et puis voilà, hein, je vous rappelle que demain, le concours se termine à 18h. Donc, il faudra bien avoir clôturé toutes vos positions à 18h pour que le solde soit bien actualisé au classement. Et puis, que le meilleur gagne. Bonne soirée à toutes et à tous. Et puis, merci encore à… Oui. Est-ce que je peux juste dire une chose en 30 secondes? Ah bah bien sûr, vas-y Fabien. Marc, est-ce que tu peux préciser les performances que tu as eues depuis toutes ces années de signaux, puisque tu me les as indiquées hier quand on échangeait un peu, elles sont remarquables, donc ça permet de qualifier un peu tout ce que tu as dit. Et oui, mais, merci beaucoup Fabien. Oui, alors en fait, nous, sur notre service de conseil turbo, qui existe maintenant depuis 2011, donc ça fait maintenant 11 ans exactement, on a alors les ratios winner-loser, c'est-à-dire le nombre de conseils gagnants, est autour de 70%. Et d'ailleurs, IG ne le démordra pas, puisque je pense qu'on doit être autour de 90% de conseils gagnants sur IG depuis le début de l'année. Sur la performance globale moyenne, on est autour de 32,5% par ligne. Et sur ce qu'on appelle le risk-reward, c'est là où on est un petit peu moins bon. On est autour des 2 environ. Alors, le risk-reward, pour ceux qui ne savent pas, c'est le potentiel de gain en regard du risque de perte. Voilà. Donc, un risk-reward à partir de 2 est déjà très bon. Et nous, on essaie de travailler un petit peu sur ce risk-reward. Voilà. Je vous remercie tous. Je remercie Fabien aussi d'avoir posé la question. Et d'ailleurs, si tu veux qu'un jour on fasse un petit truc tous les deux, n'hésite pas. Merci à vous tous, merci Maëva, et donc à très bientôt pour la suite des conseils. À très bientôt et bonne chance, bon trade à tous et à demain pour les résultats du concours. À très bientôt. Bye, bonne soirée.